Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux arbitrages que l'on peut vouloir réaliser dans sa stratégie patrimoniale si l'on veut investir en Europe et notamment sur les marchés actions européens. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Marc Terrasse. Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la gestion en architecture ouverte chez Rothschild & Co Asset Management. On reviendra sur cette notion d'architecture ouverte dans un instant. On a le plaisir d'accueillir également Baptiste Sierra. Bonjour Baptiste. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé du groupe Forward. On peut peut-être commencer avec vous. Tiens d'ailleurs Baptiste, rapidement sur le groupe Forward. Vous avez deux activités. Une activité d'accompagnement en gestion de patrimoine, donc côté particulier ou en tout cas grande fortune, mais aussi accompagnement côté institutionnel. Est-ce que les stratégies sont les mêmes quand on accompagne des institutionnels ou des clients privés ? Alors oui, effectivement, comme vous le soulignez, on a deux activités qui s'adressent à deux typologies de clients totalement différentes, qui ont des contraintes mais aussi des objectifs qui diffèrent. Et donc, les stratégies en tant que telles sont peu ou prou les mêmes. Par contre, ce qui va différer, c'est la construction de portefeuilles que l'on va amener derrière. On ne construit pas un portefeuille de la même manière. Pourquoi ? Parce que ça réagit. Enfin, les clients, qui soient institutionnels ou particuliers, ne réagissent pas de la même manière à la volatilité ou à l'horizon de placement. Oui, exactement. Et puis, notamment, les investisseurs institutionnels ont des contraintes beaucoup plus fortes que les investisseurs particuliers, que ce soit des contraintes en termes d'exposition, en termes de zones géographiques, également en termes de concentration sectorielle, qui ne s'appliquent pas forcément de la même façon sur les investisseurs particuliers. Si on fait le lien avec le thème aujourd'hui, investir en Europe, est-ce que ça veut dire que quand on est un investisseur institutionnel, on a potentiellement envie d'avoir un peu plus d'investissement en Europe que si on est investisseur particulier ? Oui, complètement, et à deux titres. Le premier élément, c'est la réglementation qui pousse quelque part, qui incite les investisseurs institutionnels à augmenter leur exposition, en tout cas à privilégier les actions européennes au détriment des actifs internationaux. D'accord. Il y a notamment des mécanismes qui permettent d'alléger le coût en capital des actifs risqués. Le deuxième élément qui est plus en lien avec l'actualité, c'est la volatilité induite par le risque géopolitique sur les devises. Et puisque les passifs des investisseurs institutionnels sont en euros, forcément, le coût de la couverture du change a tendance à augmenter. C'est quelque chose qui incite également plutôt à favoriser les actifs domestiques. D'accord, bon, on y reviendra dans un instant. Juste avant, Marc Terrasse, donc, vous êtes responsable de la gestion en architecture ouverte chez Rothschild & Co Asset Management. Architecture ouverte, ça veut dire que vous sélectionnez des fonds, quels que soient les fonds en fait, qui vous plaisent ou qui correspondent à vos convictions, à votre stratégie à l'heure actuelle. C'est ça. On a une approche très fondamentale qui consiste par une analyse très macroéconomique, également des valorisations et des flux partout dans le monde, sur toutes les classes d'actifs. Et ensuite, pour illustrer nos idées d'investissement, on a une équipe d'analystes qui sont spécialisés dans la détection et la sélection des meilleurs fonds, en tout cas de ceux qui illustrent le mieux et avec une surperformance récurrente au sein de leur groupe de comparables. D'accord. Donc on utilise ces fonds effectivement pour illustrer nos idées d'investissement, donc de manière flexible, active, très opportuniste également, ce qui convient tout à fait au marché qu'on a actuellement et à la volatilité à laquelle on a affaire depuis quelques années. Justement, qui correspondent à vos idées d'investissement. Vos idées d'investissement en ce mois de mars 2026, elles ont beaucoup évolué par rapport à celles que vous aviez en janvier 2026 ? On est tous dans une situation, je dirais, assez attentiste, donc ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, évidemment, dans les portefeuilles, mais aujourd'hui, on est dans une première phase d'une tendance qui peut soit effectivement aller vers un débouclage de la situation, parce qu'on est en train je dirais, d'aller vers une situation stagflationniste, donc avec une augmentation de l'inflation, en tout cas des anticipations d'inflation, avec une croissance stable ou une croissance qui diminue légèrement, donc une situation de stagflation de laquelle on peut sortir si on a un débouclage de la situation rapide dans l'étroit d'Ormuz. Au contraire, aller vers une récession, ce qui effectivement, en termes d'allocation d'actifs et de gestion, passe par deux routes totalement différentes. Quand on accompagne des clients privés avec ce prisme de volonté d'investir sur le sol européen, sur les marchés actions européens, est-ce que on regarde un peu différemment la situation européenne aujourd'hui qu'il y a quelques mois, dans le sens où l'année 2025 a été marquée par une surperformance des marchés actions européens vis-à-vis de leurs homologues américains ? Est-ce que les scénarios changent pour cette année 2026 sur le temps long quand on fait de l'allocation patrimoniale ? Sur le temps long, non, pas forcément, dans le sens où ce qui nous a amené à privilégier les actions européennes en 2025 et début 2026,
c'était une situation de sous-valorisation par rapport aux États-Unis. Ça permet également ça permettait d'éviter le risque dollar pour des investisseurs qui cherchaient à se désengager de ce risque dollar. Et puis on avait des fondamentaux qui étaient toujours assez solides, donc une croissance qui était relativement résiliente, une politique monétaire de la Banque centrale qui était attractive, enfin en tout cas accommodante. Et puis effectivement des perspectives, notamment en termes d'investissement, avec le plan allemand de relance et de défense, qui pouvaient ramener, je dirais, un petit peu plus de croissance sur la zone européenne, qui nous amenait à être surpondérés sur l'Europe par rapport aux États-Unis, qui eux, au contraire, faisaient l'objet, je dirais, d'une concentration historiquement élevée, avec 10% de la capitalisation du S&P qui représentait 40%, et des valorisations qui étaient nettement plus élevées. Donc, et là, il y a quand même une partie de ce que vous nous dites qui est toujours vrai aujourd'hui. Exactement. Le plan de relance est toujours réel, la valorisation c'est toujours un sujet, donc tout n'est pas remis en cause. Non, tout n'est pas remis en cause. Simplement, si on va effectivement dans cette stagflation, qu'on y reste et que le continent longtemps... Sur le continent européen, la stagflation dont vous parlez. Alors oui, exactement. Je dirais même au niveau mondial, que ce soit aux États-Unis d'ailleurs ou en Europe, effectivement, on aura une révision bénéficiaire, des marges, également des bénéfices, et selon toute probabilité, une baisse des PE qui pourra effectivement être assez violente sur le territoire européen, avec une composition sectorielle, peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais qui peut handicaper l'Europe par rapport aux États-Unis, qui dans des phases de volatilité sur les marchés, sont souvent, notamment avec leur composante dollar, une zone de sécurité. Baptiste Sierra, des fondamentaux qui ne changent pas sur les marchés européens. On entend quand même des anticipations de hausse de taux de la BCE à venir, ce qui n'était pas forcément des discours, des messages attendus par le marché ces derniers mois. Est-ce que ça change les convictions qu'on a sur les marchés européens aujourd'hui ? Effectivement, comme le disait Marc, je pense qu'il est un peu tôt pour complètement modifier ses convictions, même si on voit que dans les anticipations, effectivement, vous le soulignez, on est passé en début d'année d'une anticipation de 1 à 2 baisses de taux de la part de la BCE à aujourd'hui potentiellement 3 hausses des taux. Donc on est quand même sur un scénario qui est diamétralement opposé. Pour autant, à ce stade, on est quand même sur un marché des investisseurs, mais aussi des politiques qui essayent de s'approprier, de digérer les nombreuses informations que nous avons pu avoir et d'essayer d'en modéliser les impacts. Et c'est vrai qu'à ce stade-là, il me semble un peu prématuré de complètement modifier le scénario. Par contre, si ce scénario... Donc on reste positif sur l'Europe, si je comprends bien ? Oui, en tout cas, à mon sens, c'est quand même important de rester investi, de ne pas céder quelque part à la panique, qui est quelque part logique et humaine lorsqu'on a des phases de volatilité aussi importantes sur les marchés, avec une recorrélation aussi des classes d'actifs, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'endroit où se cacher. Et lorsqu'on ajoute à cela la cause qui est quand même assez violente, je comprends que ce soit tout à fait humain de vouloir se désengager du marché. Oui, Marc Terraz, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais ajouter en fait que, effectivement, comme vous le dites, sur la situation aujourd'hui du pétrole, on n'est pas en situation de pénurie, donc on a un petit peu de temps devant nous. Et rappelez aussi que sur le conflit qu'on a eu en Ukraine, les marchés ont mis 5 semaines avant d'imaginer qu'effectivement on pouvait s'inscrire dans une disruption durable qui allait amener de l'inflation et donc une hausse des taux. Et c'est à ce moment-là en fait que les marchés ont tous baissé de manière violente, aussi bien les actions que les obligations. Aujourd'hui, sur cette recorrélation, on est dans cette première phase d'anticipation de stagflation, c'est-à-dire qu'on a une hausse des anticipations d'inflation, de ralentissement économique, et dans ce cadre-là, tout se recorrèle. On a une baisse des actions et des obligations. Effectivement, ce sont des phases qui ne sont pas forcément durables. On doit en sortir d'un côté ou de l'autre, mais avec des classes d'actifs qui surperforment les autres. Quand on est investisseur long terme, le sujet de la dépendance énergétique européenne, c'est un sujet qui doit quand même rester dans un coin de tête aussi, Baptiste Sierra ? Oui, complètement, et même indépendamment de la dépendance énergétique, il y a aussi la dépendance numérique, la dépendance également sur le plan militaire. Je pense que le conflit en Ukraine l'a particulièrement prouvé, et ça c'est quelque chose dont non seulement les investisseurs, mais également les politiques européens se sont quand même plutôt bien emparés ces dernières années. Alors on reste en Europe, donc il y a effectivement beaucoup d'inertie. On aimerait toujours que cela aille plus vite, mais Marc le mentionnait tout à l'heure, le plan de relance allemand qui axe notamment une grosse partie des dépenses sur la défense va en ce sens-là. Sur la dépendance énergétique, pour revenir sur votre question, c'est quelque chose qui, mine de rien, prendra beaucoup plus de temps. On le voit, on est quand même toujours dépendant
des Américains sur le plan du gaz. On a électrifié une grosse partie de notre économie, mais pour autant, on a encore, à titre d'exemple, 10 millions des Français qui chauffent leur maison au gaz. Donc, c'est quelque chose qui est crucial, mais qui prendra du temps. Dernière question, chacun. Effectivement, on n'est pas rentré dans le détail des secteurs. Vous avez tous les deux beaucoup évoqué ce plan allemand. Marc Terrasse, est-ce que ça veut dire que les secteurs sur lesquels on a une idée ou une conviction d'investissement en 2026, c'est ceux qui dépendent directement de la dépense publique souveraine ou européenne? Alors, en tout état de cause, hein, ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement au niveau sectoriel, nous, des préférences qui à la fois fonctionnent bien sur l'entrée en stagflation, d'une part, et d'autre part qui répondent effectivement au phénomène que vous indiquez, à savoir qu'on est plutôt investi sur la défense aujourd'hui et sur l'énergie. Mmh. Et ça, ce sont deux secteurs qui nous semblent assez résilients, contrairement sur des phases de volatilité ou d'entrée en stagflation, à des secteurs dits défensifs, comme les staples ou les télécommunications ou encore les utilities, qui ne surperforment pas de manière systématique. On l'a vu même dans le passé, hein, sur toutes les phases de stagflation, on a plutôt eu une contre-performance de ces secteurs-là. Les industriels, ça dépend, et tout ce qui est valeurs technologiques et bancaires sont plutôt des valeurs qui ont tendance à souffrir. Donc en fait, sur cette première phase, on aurait plutôt tendance, d'un point de vue sectoriel, à être effectivement sur de l'énergie et la défense. Puis on verra comment effectivement le marché réagit déjà à cette crise qu'on est en train d'intégrer, parce qu'aujourd'hui on a uniquement des données jusqu'à fin février, mais pour l'instant on n'a pas encore eu les premiers impacts au niveau macroéconomique, et en fonction de ça, on pourra, je dirais, transformer les portefeuilles et se positionner sur des valeurs différentes. Si par exemple on sort par le haut effectivement de cette crise, et on sort par le haut et à court terme, effectivement un repositionnement sur des valeurs industrielles, sur la cyclicité, sur des valeurs technologiques, évidemment des banques qui ont beaucoup souffert sur ce début de crise, pourront être assez attractives. Baptiste Sierra, même question. Oui, je pense qu'effectivement, dès lors qu'on aura plus de réponses, il faudra être extrêmement réactif. Et quelque part, l'optimiste qu'il y a en moi veut croire qu'on trouvera une résolution positive. Je pense que les derniers échanges et les dernières informations qu'on attend plutôt vers ce scénario, même s'il faut rester prudent. Et c'est vrai qu'en cas de scénario positif, il faudra être capable de se positionner sur les secteurs qui vont profiter du cycle. Donc ça a déjà été mentionné, notamment les bancaires et le secteur industriel. Merci Baptiste Sierra, merci Marc Terrasse de nous avoir accompagnés dans Enjeux Patrimoine. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.